Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur les perspectives de marché. Mon nom est Julie Mercier et je suis conseillère aux communications pour les producteurs de grains du Québec. Avant de débuter la présentation, je vous demanderai de garder votre microphone fermé durant la conférence et de garder vos questions là, pour la toute fin. Sur ce, je cède la parole à nos deux conférenciers, M. Ramzi Yelda, qui est analyste principal des marchés aux producteurs de grains du Québec, et M. Étienne Lafrance, qui est agent d'information sur les marchés également au PGQ. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, voici le plan de la présentation. On va traiter des offres et demandes américaines, ensuite le marché international, puis évidemment le marché local. Et on a une dernière section un petit peu nouvelle des perspectives à très long terme. Ça a été suggéré par un syndicat et on l'incorpore maintenant à notre présentation. Suivant. Alors, commençons par les offres et les demandes aux États-Unis et puis on y va pour le maïs. Je vous inviterai à regarder surtout la colonne de droite pour 2020-2021. Et puis, dans leurs estimations finales, l'USDA a surpris le marché en abaissant assez fortement le rendement du maïs pour l'établir à 172 boisseaux de l'acre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une production de 14,18 milliards de boisseaux, supérieure évidemment à l'an passé, mais à un niveau qu'on pourrait qualifier de moyen. Et si vous regardez un peu plus bas, les exportations sont 2 550 millions de boisseaux. Ce qui est surprenant, c'est que l'USDA a abaissé cette estimation au mois de janvier. Et on finit avec des stocks de report de 1 552 millions de boisseaux, un niveau quand même serré par rapport à l'an passé ou à l'année d'avant. Suivante. Alors, les ventes à exportation ont tout simplement explosé aux États-Unis. Elles ont démarré à un rythme fracassant et ne montrent aucun signe de ralentissement, bien au contraire. Et ce, si on compare à l'année passée, à l'année d'avant, à la moyenne quinquennale. Faites la comparaison que vous voudrez. La demande chinoise fait en sorte que les exportations américaines fracassent tout simplement des rythmes records. Suivante. Maintenant, parlons un petit peu de la production d'éthanol aux États-Unis, qui avait quand même été très affectée par le confinement au début de la COVID-19, comme vous pouvez voir pour les mois d'avril, mai, juin 2020. La production a quand même repris par la suite, mais on voit clairement que la production hebdomadaire d'éthanol se maintient à environ 10% en dessous de la normale d'avant la pandémie. Et ça reflète en fait le niveau d'activité économique et surtout les déplacements restreints des automobilistes. Suivante. Alors, voici le contrat courant de maïs. Évidemment, on voit la remontée assez spectaculaire qui a débuté, je vous dirais, au mois d'août. Vous vous rappellerez qu'il y avait eu une tempête derecho aux États-Unis qui avait endommagé les récoltes dans 2 ou 3 États clés du Midwest. Et puis, par la suite, évidemment, s'est rajoutée la demande chinoise. Et le graphique date de quelques jours. On montre 5,47 $. En fait, au moment où on se parle, on est au-dessus de 5,50 $. Et là, je passe le relais à Étienne. Oui, donc pour l'analyse de l'offre et la demande aux États-Unis pour le soya, tout d'abord, notons que le rendement est assez décevant, quoique quand même assez robuste. On a une production tout à fait correcte, mais pas quand même inférieure à celle de 2018-2019, qui était une année tout à fait normale. Le chiffre sur lequel je veux porter votre attention, c'est sur le 35 millions de boisseaux au niveau des importations. Ce chiffre-là peut sembler assez minime en soi, mais traduit exactement le niveau de marché auquel on est présentement. C'est-à-dire qu'on a un pays qui est un exportateur de soya
et dont ces importations augmentent, ce qui traduit exactement le fait que les stocks sont très serrés. Donc, on peut voir qu'au niveau des exportations, on est largement au-dessus des 2 années précédentes et on a des niveaux de stock très, très serrés. Donc, aux États-Unis, on est passé dans un mode plutôt de rationnement et probablement que le pays ne va pas importer du soya. Excusez-moi. Bon. Au niveau des ventes à l'exportation, le premier constat, c'est de voir que présentement, l'année 2020-2021, on est au-dessus des 2 dernières années et on est au-delà du résultat annuel là, des ventes des 5 dernières années. Donc, le rythme est effréné aux États-Unis. Au niveau de l'évolution du contrat à terme courant, on peut voir à peu près la même tendance que pour le maïs, c'est-à-dire que le contrat à terme a commencé vraiment à se redresser à partir du mois d'août et ça a continué jusqu'au mois de janvier, de l'ordre que même que on ne sait pas si ça va continuer à augmenter tellement que les stocks sont serrés aux États-Unis. Donc, c'est vraiment là, une tendance là, qui continue et on ne sait pas quel sera le niveau maximal du prix du soya aux États-Unis. Donc, au niveau des récoltes aux États-Unis, on peut voir une certaine tendance. On peut voir que pour 2018, c'était une année tout à fait normale. Donc, au niveau des ensemencements de maïs et de soya, on est environ à 178 millions d'acres, alors qu'en 2019, les États-Unis ont été sévèrement frappés par des inondations et des ensemencements tardifs. Vous en rappellerez, au Québec, on a eu à peu près le même scénario. Donc, on a eu une diminution importante des ensemencements. Et en 2020, on a eu une diminution d'environ 4 millions d'acres par rapport à 2018, alors que, à part le temps sec et derecho, mais derecho n'a pas affecté les ensemencements, on a eu une année tout à fait là, correcte. Donc, il y a 4 millions d'acres qui sont disparus en 2020 et ça ne s'est pas traduit par des augmentations en superficie en blé. Même au-delà, on voit que les superficies baissent aux États-Unis continuellement. Donc, il y a un 4 millions d'acres qui est disparu et ça, on ne sait pas dans quelle culture ça s'est traduit. Au niveau des taux de change, ça aussi, c'est un élément qui est important à noter, surtout au Québec, avec le prix des grains qui est en dollars canadiens. Donc, on peut voir que la pandémie a sévèrement touché le dollar canadien. Évidemment, c'est lié au fait là, que le pétrole a fortement chuté. Là, vous rappellerez qu'en mars 2020, le prix du pétrole courant était même passé en territoire négatif. Donc, on avait touché un plancher en dessous du 69 cents et puis on a graduellement remonté la pente au courant de 2020 et présentement, on est autour de 78 cents US le boisseau. Pas 100 sous US par dollar canadien. Excusez-moi. Un autre taux de change qui est important à surveiller présentement, c'est le réal brésilien. Donc là, présentement, vous avez le nombre de cents US pour un dollar pour un réal brésilien. Donc, on peut voir que la pandémie a sévèrement touché ce pays. Donc, on peut voir que avant la pandémie, on était environ à 23 cents US pour le réal. Et ensuite, on a touché un creux jusqu'à à peu près 17 cents. Et contrairement au dollar canadien, on n'a pas vu une remontée notable au niveau là, de la devise brésilienne. Et ça affecte le domaine des grains en quoi? Ben, le Brésil, c'est le principal compétiteur aux États-Unis. Et donc, ça fait en sorte que son soya ou son maïs est plus compétitif à l'international par rapport à son compétiteur américain. Bon, maintenant, on passe aux offres et demandes à l'international. On va commencer par le Brésil, puis vraiment, c'est 2020-2021 qui nous intéresse le plus. On montre une production record de soya au Brésil de 133 millions de tonnes. Il faut quand même souligner que les semis ont été tardifs et que le battage est vraiment tardif au Brésil. Il a à peine démarré au moment où on se parle. Ça n'affectera pas vraiment la récolte de soya, tout simplement parce que les superficies ensemencées augmentent année après année après année.
Par contre, je vous inviterai à regarder surtout le maïs. Pour le moment, on montre 109 millions de tonnes, mais les 2 tiers, sinon les 3 quarts de cette production, c'est la deuxième récolte safrina qui est semée après la fève. Or, comme le battage du soya est en retard, c'est certain que les semis du maïs safrina vont être eux aussi retardés. Idéalement, les Brésiliens aiment semer le maïs safrina avant le 20 février. Cette année, oubliez ça, ça va être semé fin février et même en mars, ce qui veut dire que le rendement sera plus à risque parce que la saison des pluies au Brésil finit entre la fin avril et la fin mai. Alors cette année, si les Brésiliens sont chanceux et que les pluies finissent à la fin mai, le rendement sera correct et ils atteindront probablement le 109 millions de tonnes. Par contre, si les pluies s'arrêtent plus tôt, on va dire fin avril, le rendement sera lui vraiment affecté et le 109 millions de tonnes ne sera absolument pas atteint. Suivant. Ici, voici le portrait pour l'Argentine. Il faut le rappeler, l'Argentine est le deuxième exportateur au monde de maïs et le premier exportateur mondial de tourteaux de soya. Pour le moment, on montre des récoltes correctes, aussi bien de maïs que de soya, mais quand même en dessous des niveaux des années précédentes. L'Argentine a eu un début de saison assez difficile, des pluies variables. Récemment, quand même, ils ont eu de bonnes précipitations. Est-ce qu'elles arrivent un peu trop tard ou pas pour le rendement? On le saura dans les prochaines semaines, donc c'est une situation à suivre. Suivante. Là, je vous montre plus les exportations de soya et de maïs pour le Brésil. En fait, c'est le soya pour le Brésil et le maïs pour l'Argentine. Si vous regardez les exportations brésiliennes de fèves, elles sont en baisse à 85 millions de tonnes. Et vous pourriez vous dire, mais pourquoi, vu qu'ils attendent une très grande récolte? C'est que tout simplement, en 2019-2020, ils ont exporté un petit peu trop de fèves. En fait, ils se sont retrouvés en rupture de stock et ce niveau ne sera pas quand même soutenable en 2020-2021. Pour le maïs, les exportations sont prévues à 33 millions de tonnes pour le moment. Évidemment, ça va vraiment dépendre de la récolte safrina. C'est à suivre aussi. Pardon, c'était pour l'Argentine. Ça va dépendre vraiment des pluies qu'ils reçoivent actuellement et du rendement final. Suivante, Étienne. Alors ici, un portrait des exportations de blé pour 4 grands joueurs, Australie, Russie, Ukraine et Union européenne. On va commencer par la première colonne, l'Australie, qui avait eu des sécheresses absolument dévastatrices les 2 années précédentes et donc des très petits programmes d'exportation. Cette année, les pluies sont revenues et l'Australie est prévue quand même exporter 20 millions de tonnes de blé, donc l'Australie revient dans le marché. Si on regarde la deuxième colonne, l'Union européenne, les exportations cette année sont prévues baisser à 26 millions de tonnes, tout simplement parce qu'ils ont eu une production à la baisse. Les semis des blés d'automne avaient été vraiment affectés l'an passé. Maintenant, la Russie, la troisième colonne, il faut le rappeler, la Russie est le premier exportateur mondial de blé et devrait avoir un programme record de 40 millions de tonnes d'exportation cette année. Finalement, l'Ukraine, la quatrième colonne, qui voit ses exportations baisser cette année à 18 millions de tonnes parce que l'Ukraine a eu une plus petite récolte. Suivante. Alors, la demande chinoise, il faut y revenir parce que c'est vraiment ce facteur qui a mis le feu au marché. Les Chinois, actuellement, importent des quantités absolument records, évidemment, de soya, mais aussi de maïs, de blé et d'autres grains. Bref, ils achètent comme des fous tous les grains. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière cette demande chinoise. D'abord, vous vous souviendrez, en 2017-18, la Chine avait été fortement affectée par la peste porcine africaine.
et le cheptel avait été réduit difficile de dire de combien, certains disent qu'il avait été décimé de 50 ou même 60%. Or, la reconstitution du cheptel a eu lieu plus vite que prévu et la façon que les Chinois le font, et c'est évidemment très logique, c'est que ce sont des fermes porcines modernes qui sont établies. On voit de moins en moins des petites unités familiales, ce qui veut dire que les cochons sont mieux nourris, plus nourris, et ça demande plus de grains, plus de tourteaux. Le deuxième facteur qui est en jeu, c'est aussi l'accord commercial sino-américain. La Chine l'a signé, et ça veut dire qu'elle doit importer beaucoup plus de produits agricoles. Et je pense qu'il y a une certaine volonté de Beijing de respecter, au moins en partie, cet accord commercial. La troisième raison derrière la vague d'achats chinois, c'est l'augmentation des stocks stratégiques qui avaient peut-être un peu trop baissé au goût du gouvernement. Et on peut faire un lien sûrement avec la COVID. Dans une année de crise, lorsqu'il y a une grande incertitude, les gouvernements, on va dire autoritaires, aiment bien avoir des stocks de grains suffisants pour tout simplement se garantir une sécurité alimentaire. Et finalement, le dernier facteur, une mauvaise récolte de maïs, j'ai mis ici un point d'interrogation. Je pense tout simplement que les Chinois mentent. À voir les chiffres officiels, la Chine a eu une excellente production de maïs cette année, quasiment en record. Or, il faut quand même souligner les principales régions de grains ont été affectées par 3 ouragans successifs en août et en septembre. Je pense tout simplement que la vague d'achat de maïs des derniers jours démontre clairement qu'ils n'ont pas eu cette production record de maïs. Très probablement que le rendement a été affecté par les ouragans et aussi la qualité qui est probablement médiocre au moment où on se parle. Et là, je passe le relais à Étienne. Pour ce qui est du marché local, on peut voir qu'au Canada, on a eu une très bonne récolte dans l'ensemble des grains. Donc, spécialement les céréales, blé, orge, avoine, la production a été particulièrement très intéressante. Une récolte tout à fait correcte là, au niveau du canola. On a vraiment le même son de cloche au niveau de l'Ontario. La récolte de maïs et de soya a été excellente. Celle de blé est tout à fait a explosé en raison des ensemencements dans superficie qui sont vraiment plus importantes que l'année dernière. Et au niveau des autres céréales, c'est tout à fait correct. Au niveau du Québec, par contre, là, c'est là que le bas blesse. On voit là, que les rendements ont été très décevants là, pour les céréales. On parle même là, de rendement record, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on est dans les plus bas rendements depuis de nombreuses années. Pour le maïs, c'est un rendement vraiment décevant, 9,1. Tandis que pour le soya, mais en fait, c'est la seule culture qui s'en est bien sortie là, au Québec, avec un rendement de 3,3 tonnes à l'hectare. Donc, on a une situation là, où il va manquer de grains au Québec. Au niveau des rendements, comme je le disais, là, les rendements ont été très décevants pour les céréales. Tout à fait. Ils ont été très bons pour le soya et pour le maïs, mais disons que c'est décevant. Ce qui nous amène à notre offre et demande au niveau du maïs au Québec. Donc, on a ajusté le rendement à 9,1 pour donner une production de 3,2 millions de tonnes au Québec, alors que les dernières années, vous voyez, l'année passée, la récolte a été dite pas très bonne, pour être un mot plus poli. Donc, on avait une récolte qui était de 3,37. Donc, cette année, c'est encore plus faible que l'année dernière. Et par rapport à une année plus normale, de la 3,6, disons que ça note que le Québec devra importer. D'où notre hausse des importations à 300 000 tonnes pour cette année. Au niveau de la consommation, on note un redressement par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Bien parce que l'éthanol fonctionne à plein régime. Probablement également que le secteur de l'élevage reprend ses activités au niveau normal. Donc, on met un chiffre qui est quand même conservateur à 3,18 par rapport à une année normale qui était autour de 3,26. Mais, somme toute, la consommation reprend. Au niveau des exportations, on voit que les exportations sont quand même à la hausse. On voit là, que le prix présentement est très intéressant et on voit qu'il y a un programme d'exportation au niveau du maïs pour le Québec. Donc,
on peut pas également le mettre à zéro étant donné également le rapprochement des frontières. Donc, un producteur qui est près des frontières américaines peut tout simplement, ça peut être plus avantageux de vendre aux États-Unis que vendre au Québec à son acheteur québécois. Donc, essentiellement, ce qu'on montre, ça va être un certain resserrement des stocks par rapport à l'année dernière. Mais il faut noter également que l'année dernière, les stocks, ben, c'était du maïs de mauvaise qualité. Alors que cette année, bon, c'est pas la qualité la meilleure qu'on a eue, mais ça reste une qualité qui est tout à fait convenable. Donc, un certain resserrement des stocks, mais de meilleure qualité pour cette année. Avec des prix qui sont, ma foi, tout à fait, qui sont très élevés. Donc, on estime que la prévision annuelle du prix, et non le prix actuel, est entre 225 et 255 la tonne. Donc, au Québec, ce qu'on peut dire au niveau de la récolte, c'est que le rendement des céréales a été très désastreux et médiocre au Québec. Ça, le soya a tiré son épingle du jeu et la situation du déficit en maïs va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix d'importer pour pouvoir combler les besoins du Québec. Je passe la parole à Ramsey. Bon, alors ici, vous pouvez voir le prix et la base pour le maïs au Québec. Donc, ce sont des prix et bases courants. Évidemment, avec l'envolée des cours boursiers, c'est certain que les prix sont montés en flèche. Comme vous pouvez le voir, puis ce graphique date un peu, on montre un prix hebdomadaire quasiment à 300 $ la tonne, FAB ferme. En fait, au moment où on se parle, on est à 300 $ et même un peu plus. Par contre, pour la base, et c'est souvent le cas, la base est c'est d'abord redressé puis un petit peu fléchi. Il y a souvent un contre-mouvement de balancier de la base locale lorsque le contrat à terme augmente très rapidement. Malgré tout, pour la dernière semaine, on voit tout simplement que la base a rebondi. Il faudra voir ce qu'elle va faire, mais comme l'a dit Étienne, on est quand même dans une situation de déficit au Québec et un marché qui est serré. Prochain. Alors ici, pour le soya, pour le prix, c'est un petit peu le même portrait. Écoutez, le prix courant a tout simplement explosé. On est passé au-dessus de 600 $ la tonne. On a même été proche du 650 $. La raison ici est quand même différente que pour le maïs. Vu que c'est un grain d'exportation, on a beaucoup exporté de soya en octobre et novembre. En fait, au moment où on se parle, je vous dirais, la très grande majorité du soya au Québec a été soit exporté, soit déjà vendu. Donc, en fait, il ne reste plus beaucoup de fèves dans les silos des producteurs qui n'est pas vendu. Quant à la base, ici, on met toujours la base en dollars US pour la fève. Elle a varié, puis elle est quand même restée négative. Il faut quand même garder à l'esprit que la base US pour la fève, la valeur de référence, c'est 0. Et puis, elle est restée négative tout simplement pour compenser la montée fulgurante des contrats à terme. Suivante. Alors ici, c'est les moyennes mensuelles. Si vous regardez la première ligne pour le mois de janvier, ben écoutez, c'est pas surprenant. Vous voyez des prix de maïs à 275 $, le soya OGM 633 $, etc. Pour les céréales, il faut quand même souligner qu'il y a relativement peu de transactions. Beaucoup de céréales se sont vendues à la récolte et juste après, ce qui fait que le marché est moins actif au moment où on se parle. Suivant. Maintenant, regardons la nouvelle récolte. Et je sais que ça intéresse beaucoup les producteurs parce que, on va se le dire, ils n'ont plus beaucoup de l'ancienne récolte invendue. Alors, oui, le prix du maïs pour livraison à la récolte est monté au-dessus de 235 $, est revenu, disons, on va dire, autour de 235 $. Par contre, si vous regardez la base, je vous dirais la base est correcte. 1,50 $, c'est correct. Mais, d'après moi, ça ne reflète pas le marché qui est très serré, qui est déficitaire, et le fait que les États-Unis vont finir l'année avec des stocks de report bas, même très bas. Et si on regarde la diapo suivante,
Pour moi, c'est encore plus flagrant pour le soya. Je regrette, mais des bases négatives à moins 20 cents le boisseau, je ne pense pas que ça reflète la réalité du marché. Certains vous diraient on devrait être à zéro la valeur moyenne. En fait, moi, j'argumenterais on devrait même être dans des bases positives pour la fève. En tous les cas, on verra ce que le marché va faire dans les prochaines semaines, mais je ne serais pas surpris qu'on voit un raffermissement des bases nouvelles récoltes, aussi bien pour le maïs que le soya. Suivant. Alors, la conclusion de tout ce grand portrait, qu'il soit américain, international, local. D'abord, évidemment, il y a toujours l'incertitude de la COVID, que ce soit pour l'éthanol, que ce soit pour les abattoirs, où on a eu quand même des éclosions importantes au cours des mois passés, ou aussi, dans un côté, si on veut, positif, la reconstitution de stocks de grains stratégiques dans plusieurs pays qui ont peur pour leur sécurité alimentaire. Deuxièmement, on l'a dit, on va le répéter assez souvent, les offres et les demandes américaines sont très resserrées pour le maïs et le soya. La demande chinoise, j'en ai parlé, elle est record, elle fracasse tous les rythmes passés, alors il faudra la surveiller. Les restrictions aux exportations, je n'en ai pas parlé, mais de plus en plus, on voit des pays exportateurs comme la Russie, l'Ukraine, l'Argentine mettre soit des taxes aux exportations, soit des quotas. Et donc, ces pays commencent à craindre une envolée des prix locaux à cause de la demande chinoise qui tout simplement tire le maximum de grains. Et on se retrouve comme résultat avec un marché haussier et volatile. Et là, je repasse à Étienne. Ce qui est des perspectives à très long terme, en fait, c'est une certaine révision de. En fait, il faut se reporter par le passé pour essayer de voir c'est quoi la tendance qui se dégage. Donc, au niveau de la Chine, ben, c'est difficile à croire qu'au début du 21e siècle, la Chine importait très peu de soya, alors qu'en l'espace de 20 ans seulement, elle est passée à peu près à 100 millions de tonnes de soya importées. Donc, il est facile de prédire ou du moins d'anticiper que la Chine risque d'importer 110 millions de tonnes d'ici 2030. En fait, 110 millions de tonnes en 2030 risque d'être fortement conservateur pour ce qui est de la Chine. Au niveau des superficies de soya au Brésil, ben, on peut voir également qu'au niveau des superficies, on est à peu près... on est à peu près une production là, de 40 millions de tonnes là, pour ce qui est du soya au Brésil. Et en l'espace de 20 ans seulement, le Brésil est devenu le principal joueur au niveau des exportations de Brésil, atteignant à peu près 133 millions de tonnes. Et ce qui est particulièrement décourageant, du moins d'un point de vue américain, pas au niveau des Brésiliens, c'est de savoir qu'il y a de la place au Brésil. Et pas nécessairement juste la déforestation là, de la forêt amazonienne, mais également du remplacement de superficie qui est réservé normalement là, au pâturage des bovins qui peuvent être convertis en soya. Donc, avec les prix qui ont lieu présentement, il y a lieu de croire que les superficies ne peut qu'augmenter au Brésil. Aux États-Unis, il y a exactement deux tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'il y a une certaine parité qui commence à se faire au niveau des superficies de maïs et de soya et qui sont en croissance au cours des 20 dernières années. Par contre, cette croissance des superficies se fait au détriment d'un autre grain qui est le blé. Donc, on peut voir là, que vraiment, à partir des années 2012-2013, les superficies de blé ont diminué de façon très importante, atteignant même des creux historiques. Donc, 36,7 millions d'acres. Oui, millions d'acres. En fait, c'est la pire superficie en l'espace de 100 ans. Donc, il faut voir que c'est ça, que les superficies de maïs et de soya se font au détriment du blé. Au niveau de la production en Russie, en Ukraine, et on a un portrait des 20 dernières années et même qu'on aurait pu, juste par plaisir, reporter à 10 autres années avant, c'est-à-dire dans les années 90, où on était dans une situation où la Russie devait importer du blé pour combler ses besoins et en l'espace de 30 ans, est devenu le principal exportateur de blé dans le monde. Donc, on peut voir là, que les superficies ont augmenté, mais également la production là, de blé qui a été faite
en Russie et en Ukraine, mais principalement en Russie. Et ça, c'est grandement à cause de l'augmentation des superficies en blé d'automne. Au Québec, on a également une autre tendance qui se dégage, c'est au niveau des rendements. On peut voir que oui, au niveau des rendements de 2020 à 2014-2015, les rendements ont été continuellement en augmentation pour le maïs. Tandis que, et puis on voit que pour les années subséquentes, ben, oui, on a vécu 3 années difficiles, mais on voit que les rendements sont pas très satisfaisants au niveau du maïs. Tandis que pour le soya et le blé, on peut voir qu'en l'espace de 20 ans, il n'y a pas vraiment une tendance qui se dégage au niveau de l'augmentation des rendements. Donc, on est toujours, oui, on a des rendements qui peuvent être intéressants sur cette année là, pour le blé, mais on voit là qu'on a une certaine stagnation au niveau des rendements pour le maïs et le blé. Au niveau des superficies ensemencées, on peut voir qu'il y a un constat pratiquement similaire à celui des États-Unis, autre que le fait que le soya a vraiment pris beaucoup d'espace au Québec. Donc, on peut voir là, que dans l'espace de 20 ans, les superficies de soya ont été pratiquement en parité avec celles de maïs, même qu'en 2017, c'est devenu la principale culture ensemencée au Québec. Et on voit également une autre tendance qui se fait, c'est l'augmentation des superficies en blé. Donc là, on a une certaine augmentation qui fait en sorte qu'on a une augmentation de la production. Donc, si on a une augmentation des superficies en soya, une augmentation des superficies en blé, une légère diminution des superficies en maïs, mais d'où viennent ces gains en superficie? Bien, elle se fait au détriment des autres céréales. Donc, on peut voir qu'au niveau de l'orge et de l'avoine, c'est des cultures qui sont en perte de popularité au Québec et on a même des creux là, assez importants au Québec. Alors, pour conclure un peu notre présentation, quels sont les facteurs à surveiller au cours de la décennie? D'abord, la Chine pour la demande, ça c'est clair, net et précis. Je veux dire, la Chine est et demeurera le premier importateur au monde de grains. Deuxièmement, le Brésil pour l'offre. Comme l'a dit Étienne, le Brésil est devenu une superpuissance au niveau du marché mondial pour la fève, mais aussi récemment pour le maïs. Le troisième point est quand même important à souligner, les barrières au commerce des grains. Ça peut être des barrières tarifaires, évidemment, mais aussi des barrières non tarifaires, sous le prétexte de règlements phytosanitaires ou autres. Il faudra suivre ça de près parce que beaucoup de pays ont recours maintenant à toutes sortes de blocages quand ça les arrange. La demande des biocarburants, vous pouvez remarquer que j'ai mis un point d'interrogation. D'un côté, évidemment, pour le moment, on est déficitaire, on importe l'éthanol, c'est clair, mais sur les 10 prochaines années, la question se pose parce que, évidemment, il y a d'un côté la réglementation et le pourcentage d'éthanol dans l'essence, mais il y a aussi le fait qu'on ne va pas se le cacher, les voitures électriques et les voitures hybrides s'en viennent. Bon, on a eu un peu de retard en Amérique du Nord à cause de M. Trump, mais quand je regarde l'Europe, les voitures à essence traditionnelle sont en perte de vitesse et je vous dirais pourraient être en voie d'extinction. Or, je vous le rappelle, l'éthanol sert principalement d'abord et avant tout à se mélanger à l'essence et donc si la demande d'essence baisse, on peut se poser la question quant à la demande des biocarburants. Le point suivant, c'est la taxe canadienne sur le carbone. Vous connaissez les chiffres, 40 $ la tonne en 2021, 50 $ la tonne l'année prochaine. Puis on va avoir des hausses annuelles de 15 $ la tonne pour atteindre 170 $ la tonne en 2030. Or, ce n'est pas tous les pays exportateurs, loin de là, qui ont cette taxe sur le carbone. Et on peut se demander comment on réussira à être compétitif dans ces conditions. Finalement, j'ai mis un dernier point, la traçabilité. C'est quelque chose qui s'en vient, qu'on le veuille ou pas. On le voit pour d'autres productions, on le voit dans les grains IP. Je pense qu'on ne peut pas échapper au fait que ce soit en Europe ou ailleurs, il y a une demande des consommateurs, du marché pour une meilleure traçabilité. Je pense qu'elle se fera graduellement, d'abord au niveau des élévateurs, ensuite au niveau des fermes, peut-être même ultimement au niveau des champs. Et je crois qu'on a maintenant les outils informatiques nécessaires pour le faire
avec la technologie blockchain. Suivant. Alors, la conclusion qu'on peut peut-être tirer pour les 10 prochaines années, c'est qu'on doit se positionner dans un marché mondial qui change rapidement pour tirer une meilleure partie de notre production limitée de grains. On est un petit joueur, il faut essayer de se positionner le mieux possible. Quand je dis le mieux possible, ça peut être des marchés de niche, ça peut être des grains conventionnels, évidemment, en tirant le meilleur parti au niveau qualité-rendement. Ça peut être le bio, ça peut être des grains IP. C'est vraiment, disons, une conclusion très vaste, très large, mais il faudra qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu le mieux possible. Alors, voici ce qui conclut et je laisse la parole à Julie. Oui, donc merci Ramzy Étienne. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, deux façons de procéder. Vous pouvez lever la main bleue et attendre que l'on vous donne le droit de parole pour ouvrir votre microphone. Ou vous pouvez tout simplement utiliser la boîte chat de conversation instantanée pour écrire vos questions. Donc, mais gênez-vous pas, vous pouvez lever la main bleue. Ou si vous avez de la difficulté à trouver la petite main bleue, vous pouvez tout simplement ouvrir votre microphone et poser votre question, étant donné qu'on n'est pas très, très nombreux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions. C'était très clair pour tout le monde? J'aurais une petite question. Oui, allez-y. On a donné une perspective de prix pour le maïs entre 225 et 255. Est-ce que le même calcul a été fait pour le soya? Bonjour Linda. Bonjour. Non, en fait, oui. On a sur le site Internet, on a nos estimations de prix. Il faut quand même garder à l'esprit, on peut être surpris par ces prix assez bas par rapport au marché spot, mais c'est que la réalité, surtout pour la fève, évidemment, beaucoup de grains a été vendu en début de saison, soit avant le rallye des prix, soit au début des rallyes des prix, et donc c'est la moyenne composite. Mais sur notre site Internet, à chaque mois, on remet à jour les fourchettes de prix qui reflètent évidemment une moyenne annuelle. Donc, pour ajouter en complément, là, sur notre site Internet, on affiche des prix de 480 à 510. Ça, évidemment, c'est qu'une grande partie des grains ont été vendus avant la récolte et la principale période de livraison, c'est le mois de récolte plus le mois de décembre. Donc, on a déjà là, un bon rythme là, des ventes qui ont déjà été faites. Là. Donc, bonjour Julie, Vincent Cloutier, est-ce que tu m'entends? Oui, Vincent, on t'entend très bien. Salut Julie, salut Ramzy, salut Étienne. Messieurs, est-ce que votre regroupement ou l'Industrie canadienne des grains a pris un quelconque positionnement ou élaboré une quelconque stratégie à l'égard de la taxe carbone et son évolution et son impact sur la production de grains? Oh, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne suis pas sûr de la réponse. Étienne? Je sais que ça se discute présentement. Est-ce que notre politique, elle est claire et, je te dirais, publique? Là, à ce sujet, je ne pense pas, là, mais on est en réflexion par rapport à celle-ci. Mais je présume que si tu poses cette question-là, c'est que tu as une autre sous-question qui est juste en dessous. Non, il n'y a pas de sous-question. Il y a seulement un constat qu'il y aura un impact inévitable sur le monde agricole puis sur tous les maillons de la chaîne finalement. Faut évidemment s'attendre à des impacts au cours des prochaines années. Je pense que le corollaire de ça, c'est qu'un grand nombre d'associations de tous les secteurs d'activité voudront se protéger de ces impacts-là, y compris le monde agricole aussi. Bref, lorsque vos positions seront prises et convenues, ce sera bien intéressant d'en prendre connaissance. Fait que, merci encore pour l'excellente présentation, messieurs.
Merci Vincent. Donc, on a participant iPhone Bouchard qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Et puis, Julie, ensuite, il y a une question sur le chat aussi après. Oui, effectivement. Merci. Oui, bonjour, Maxime Bouchard du Lac-Saint-Jean. Vous avez parlé un peu là, des marchés niches dans le bio, un petit peu, là, un topo. Là, je ne sais pas si vous avez des chiffres. Ça peut ressembler à quoi? Puis les prix se sont ajustés un petit peu là, avec le marché, le boom à la bourse dans le marché conventionnel. Puis entrevoyez-vous un mur un jour que tout le monde, que plusieurs producteurs y aillent dans un marché niche? J'aimerais savoir votre opinion un petit peu là-dessus. Je vais prendre la question, ça ne dérange pas, Ramzi. Au niveau du bio, on voit là, qu'au niveau des prix, c'est relativement assez stable au cours des dernières années. Je suis content que vous me dites là, que vous avez senti un certain regain au niveau de la bourse, là, parce que normalement, ça reste relativement déconnecté, si on veut. Là. Donc, on voit là, que dans la dernière année, en fait, là, souvent les écarts qu'on voyait, là, on disait souvent que le prix valait le double, 2,5 fois le prix du conventionnel. Mais avec le rallye boursier, on n'a pas en tout vu ça. Même que pour le maïs, là, on entend des prix qui font assez peur. Donc, au niveau de la tendance là, dans le biologique, je pense pas que le niveau des prix actuels va encourager les producteurs à aller dans le bio présentement. Donc, faudrait voir à quel point la demande est en augmentation, puis à quel point elle va augmenter au cours des prochaines années. Ça risque peut-être de restimuler les prix, mais pour l'instant, je vous dirais là, que ce qu'on entend de gauche à droite, c'est que le marché est assez calme au niveau du biologique présentement. Donc, nous avons une question sur le chat de M. Gagnon qui se demande si les 4 millions d'acres de terre perdus là, aux États-Unis pourraient revenir en culture, considérant là, les bons prix là, à l'heure actuelle. Je vais la prendre, celle-là, Julie. C'est une excellente question que beaucoup de gens se posent. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que les intentions d'ensemencement le 31 mars vont montrer des chiffres élevés pour la fève et le maïs, surtout pour la fève. Mais il faudra voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant cette année, c'est que bon, l'USDA a baissé les estimations des rendements du maïs et du soya à partir du mois de septembre, ce qui était à prévoir. Mais ce qui était beaucoup plus surprenant, c'est qu'ils ont baissé les estimations des superficies ensemencées durant l'automne, tard dans la saison. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. On va se le dire honnêtement, la performance des analystes de l'USDA cette année a été moins que moyenne. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les chambardements du télétravail qui a bouleversé toute la bureaucratie ou autre? Mais leurs chiffres ont été honnêtement moins fiables. Mais la question des 4 millions d'acres, oui, elle est très pertinente. Et puis, on aura peut-être un début de réponse le 31 mars. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, à lever la main ou tout simplement à ouvrir votre microphone. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions, je prendrai le temps de remercier Ramzi et Étienne pour leur excellente présentation et vous remercier à tous d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. Et je vous rappelle que la conférence sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube des producteurs de grains du Québec. Merci tout le monde et bonne fin de journée. Merci à vous.